et bienvenue sur Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains à travers la plateforme Zoom. 3 thèmes seront ici abordés durant les différents webinaires. Garder une bonne santé en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, le couple et le coronavirus, et le confinement comme possible terrain pour les violences. Tous les jours, nous accueillerons un ou une experte pendant 1 heure, le temps d'aborder un thème en lien avec la période de confinement. Je suis donc Georgina Lepoul, je serai l'animatrice aujourd'hui. Je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez pas à envoyer des questions sur la conversation, sur le chat, à animatrice. Toutes vos questions sont anonymes et n'hésitez pas à participer. Donc aujourd'hui, c'est la question, nous allons nous intéresser à la question du consentement. Il est à la base de toutes les relations, mais comment le définir exactement ? Comment l'affirmer, comment l'interroger chez un ou une partenaire. En cette période de confinement, nombreux sont les couples à se retrouver confinés ensemble. Pourquoi demander un consentement sexuel quand celui-ci a toujours été implicite dans le couple ? Comment et quand dire non à son ou sa partenaire ? Concernant les relations qui naissent et qui commencent à se lier durant ce confinement, comment aborder ses envies et ou ses refus ? Nous allons donc tenter en 1 heure d'aborder toutes ces questions avec notre expert ici présent, le professeur Thierry Troussier, médecin de santé publique, sexologue et professeur de santé publique à l'Université Paris Diderot. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous remercions aussi au passage notre équipe technique qui a mis au point tout ce webinaire en très peu de temps. Merci Philippe Le Gonidec. Donc commençons par le commencement. Comment définir le consentement et pourquoi est-ce que ça peut être une thématique intéressante à aborder en cette période de confinement ? Bien, merci Georgina. Eh bien, le consentement est un processus d'obtention d'un accord volontaire. Ça, tout le monde le sait, pour une action entre 2 individus ou plus. On parle aussi de consentement éclairé, par exemple, quand on fait des travaux de recherche ou que l'on a des enquêtes que l'on réalise auprès de personnes. Nous parlerons ici du consentement dans l'intimité d'un couple ou dans une famille. Et donc, nous allons avoir des aspects complexes que nous verrons petit à petit, comme une tension entre le désir et la volonté de faire cet acte, l'autre qui est d'accord ou pas d'accord, mais surtout une tension aussi plutôt qui relève de l'éthique et de la morale et de ce qui existe dans la société, ce à quoi on croit et sur lequel on agit, pour que cet accord soit partagé entre 2 personnes. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord explicite. Alors, pourquoi en parler en période de confinement ? En période de confinement, à l'évidence, nous nous trouvons dans une situation bien particulière qui associe à la fois un environnement spatial assez étroit, qui est donc le domicile dans lequel vivent les individus, et une histoire temporelle dont malheureusement à ce jour on ne connaît pas exactement la date de fin de ce confinement. Donc nous allons nous retrouver, contrairement à ce qui se passe habituellement pour la plupart d'entre nous, en présence de nos partenaires, voire de notre famille, en permanence, et dans lequel il y aura à gérer, bien évidemment, des accords. Et le consentement, on va en discuter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le consentement par rapport à la sexualité. Mais bien évidemment, le consentement pourrait s'appliquer pour beaucoup d'autres aspects que la sexualité dans un environnement, comme j'ai dit, étroit, dont on ne connaît pas la langue. D'accord, très bien. Donc, est-ce que cette période de confinement peut être finalement une bonne nouvelle pour les couples ?
Alors, moi, je dirais que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais comme je suis très positif, je vois plutôt la notion de bonne nouvelle. D'abord, c'est se retrouver l'un face à l'autre et de ne pas fuir ou avoir des évitements des difficultés que l'on peut avoir dans nos relations de couple, et notamment intimes, mais pas que, dans le quotidien, par exemple, dans lequel ce n'est pas facile de vivre. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, eh bien, c'est que ça va nous obliger eh bien, d'être inventif, d'être créatif et de ne pas être paresseux dans cette période pour permettre de se renouveler en permanence, puisque nous n'allons pas pouvoir rechercher, je dirais, des ressources à l'extérieur de nos vies, de nos couples, sauf bien évidemment au travers le virtuel, donc les réseaux sociaux auxquels nous sommes tous très attachés maintenant, surtout dans cette période-là, ou à travers les différents médias auxquels nous avons accès. Toutefois, le plus souvent, nous avions des relations à l'extérieur de notre couple qui permettaient de se ressourcer et d'amener du nouveau à l'intérieur du couple quand on se retrouvait, que ce soit pour ceux qui habitent ensemble, pour ceux qui se voyaient un peu moins, ou étaient chacun chez soi. Ça aborde aussi la question de la solitude. Et donc, nous verrons peut-être à travers les questions que vont poser les personnes qui se connectent, qu'est-ce que d'obtenir un consentement lié à la sexualité au travers les différents réseaux sociaux, et quel que soit l'âge que nous avons, quand on est séparé de son partenaire, de son amant ou son amante, et que les désirs ne peuvent pas se concrétiser physiquement, et comment les vivre et comment avoir l'accord du partenaire à distance. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, le tout de savoir ce qui intéresse essentiellement nos internautes qui nous appellent pour qu'on puisse potentiellement les aider ou s'ils ont des idées à échanger. Très bien. Donc, en quoi le consentement peut être un bon levier ou un frein pour le couple en période de confinement, justement? Alors, le bon levier, c'est ce que j'ai dit, c'était les bonnes nouvelles, finalement. Les bonnes Et en quoi nouvelles, ça c'est peut se être retrouver, voilà, c'est se retrouver face à face et de trouver des solutions, etc. Mais ça peut être un frein dans la mesure où si la communication, le dialogue avant que ce confinement arrive était difficile, eh bien se retrouver l'un face à l'autre va obliger le couple à, à trouver un nouveau dialogue ou une nouvelle communication. Et ça peut être une difficulté parce que si l'un ou l'autre n'a pas les moyens pour communiquer ou ne sait pas communiquer par rapport à son ou sa partenaire, pour que ce soit des couples homosexuels du même sexe ou de couples de sexes différents, eh bien, ça va poser des questions. Ensuite, il y a la place pour ceux qui ont des enfants et qui sont à la maison actuellement, la place des enfants par rapport au couple qui risque d'interférer beaucoup plus que dans les périodes habituelles. Et donc, le consentement, on va le voir que, en plus de la difficulté de cette tension dont nous reparlerons tout à l'heure, de notre morale personnelle, de notre éthique personnelle et celle de la société dans laquelle on vit, c'est plus particulièrement l'environnement humain, donc les enfants qui vont agir, l'environnement humain qui n'existe plus en période de confinement puisqu'on n'en rencontre personne de façon physiquement, et puis l'environnement donc spatial dans lequel parfois on peut avoir une perte de son intimité de par le peu d'espace dans lequel on peut vivre, notamment dans les villes et les grandes villes, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui ont la chance d'habiter un espace plus ouvert, comme une maison avec un jardin ou un jardinet qui permet donc de s'isoler, de réfléchir
et de voir comment aborder cette communication différemment. Donc, voilà les freins. Les freins sont plutôt environnementaux ou personnels en difficulté, si on a des difficultés à communiquer avec son ou sa partenaire. Mais comment, du coup, arriver à amener cette conversation autour du consentement ou du manque de consentement au sein du couple, là où parfois il n'était pas discuté jusque-là? Alors, c'est vrai que dans un couple, qui soit marié, non marié, en concubinage, ou qu'il soit simplement amant et maîtresse quand on se voit, eh bien, le consentement est le plus souvent implicite, c'est-à-dire qu'il n'est pas verbalisé. On demande rarement l'accord de l'autre, puisqu'on l'a eu dès le départ et que l'on a une idée assez proche de ce qui est autorisé ou ce qui est permis dans la relation à deux et ce que l'autre n'aime pas et réciproquement. Ça, c'est le fonctionnement habituel d'un couple. Je ne parle pas du fonctionnement d'une nouvelle rencontre, puisque là, nous sommes tous confinés et nous n'avons pas à avoir de nouvelles rencontres. La nouvelle rencontre, le consentement, est encore un autre aspect, puisqu'il y a le consentement à tous les niveaux de la relation, qui est de se rencontrer, de se laisser approcher, de laisser avoir des contacts physiques, jusqu'à une relation physique et intime. Donc là, nous sommes dans des couples qui fonctionnent d'habitude sans consentement. Le problème, c'est que on est sans arrêt l'un face à l'autre et que l'un face à l'autre n'est pas forcément disponible et que l'on a pour tous, je pense, sans exception, des soucis et des occupations qui sont soit professionnelles, soit familiales, avec nos enfants ou nos proches éloignés dans lesquels on se soucie et qu'on appelle, et que la disponibilité, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas si ouverte et si fréquente que cela. Donc, à quel moment nous allons nous rencontrer? Est-ce que l'autre est disponible? Est-ce que émotionnellement il est prêt à nous accueillir? Et là, on s'aperçoit que dans cette période qui peut générer de l'anxiété, qui peut générer du stress, qui peut générer des préoccupations, c'est-à-dire quelque chose qui nous remplisse la tête, eh bien, consentir à la volonté et au désir de l'autre, eh bien, ce n'est pas toujours ce que l'on a envie et ce n'est pas toujours ce que l'on est prêt. Donc, ça va nécessiter à ce moment-là, eh bien, une meilleure communication. Alors, elle peut passer par une communication non verbale, c'est-à-dire que l'on ressent, que notre partenaire ressent notre volonté d'avoir un acte ou une intimité et il répond de façon non verbale et comme on le connaît, eh bien, on n'a pas besoin de consentir verbalement, mais on peut avoir besoin d'exprimer verbalement, surtout quand l'autre dit non et que soit on a envie. Très bien. Et justement, vous parliez d'anxiété. Oh, Thierry, est-ce qu'on vous a encore? Oui, on a été coupé peut-être. Bon, exactement. Je disais, vous parliez d'anxiété et justement, j'ai des questions à ce niveau-là. Est-ce que l'enfermement, qui peut être source d'anxiété pour certains, peut altérer la sexualité ou au contraire la favoriser? Et quel est son lien? Est-ce que ça peut emmener à rediscuter justement toute cette notion de consentement au sein d'un couple? Je pense que c'est proche, enfin je pense, en tant que sexologue, nous savons que l'enfermement, le stress peut provoquer deux types de réactions différentes. D'abord, en fonction du niveau de stress et du ressenti de l'enfermement que chacun d'entre nous pouvons ressentir, d'abord à différents niveaux. Et puis ensuite, nos réactions sont parfois différentes et pas similaires. Les uns vont se renfermer sur eux et vont être peu disponibles à la communication comme une forme de sauvegarde, et les autres vont, au contraire, aller sans arrêt vers l'autre, rechercher sans arrêt le contact pour se sentir
dans une réassurance. Et donc, à ce moment-là, évidemment, les demandes et les attentes ne seront pas les mêmes. Donc, ça dépend, je dirais, du caractère sur lequel nous avons. Est-ce qu'on est un caractère avec une certaine assurance dans la vie, ou est-ce qu'on a un caractère avec une certaine anxiété dans la vie? Et donc, les réactions sont différentes. Et donc, évidemment, si on a deux partenaires avec des réactions différentes, eh bien, vous comprenez bien qu'on peut aller avec une non-compréhension de l'attitude de l'autre, qui nécessitera cette fois-ci de mettre des mots et des paroles, ou éventuellement de rechercher un soutien, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de soutiens psychologiques sont réalisés à travers des plateformes, soit individuelles, soit des plateformes comme nous avons développé aujourd'hui à la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains sur un aspect spécifique de l'enfermement, du confinement. Et puis quand on dit enfermement, vous voyez, c'est l'enfer auquel on ne souhaite personne y aller, me ment, c'est-à-dire le mensonge par rapport à ce que l'on pourrait trouver dans un enfer. Donc, quand on travaille sur les mots, c'est vous-même qui avez utilisé ce mot, ou quelqu'un qui a posé cette question avec ce mot-là, m'interroge beaucoup, parce que l'enfer me ment, eh bien, oui, certainement que ça peut poser des questions dans le couple, et pas forcément favoriser une bonne santé sexuelle, dont nous verrons peut-être la définition à un moment ou à un autre. Donc, on peut observer pendant cette période de confinement un décalage parfois de désir entre les deux partenaires. Et du coup, comment on peut remédier à cela? Est-ce qu'on peut aussi penser à des périodes, des moments d'intimité propres à chacun? Vous avez donné un peu la réponse. Le partenaire n'est pas là pour assouvir tous ses besoins, ni dans un sens, ni dans l'autre. On doit rechercher, si on a un désir et la volonté de satisfaire des envies, notamment la libido dans le cadre de la sexualité, mais pas que, puisque dans le relationnel, il y a la notion d'affectivité aussi. Eh bien, donc, ce n'est pas que de la sexualité, ce n'est pas que de la pénétration, ce n'est pas que deux attouchements et des baisers, c'est aussi du relationnel, de l'affectif, de l'expression émotionnelle, et puis c'est aussi un lien social, la sexualité. Et donc, si les besoins ne sont pas les mêmes, et cette question est très importante, ben, il faut, savoir les respecter et pas attendre tout de l'autre, même si on n'a que lui ou que elle comme partenaire dans le lieu dans lequel on est confiné. Il faut savoir donc rechercher à travers ces réseaux un soutien, un dialogue, une discussion. Et si l'on a des besoins sexuels, bien savoir prendre un lieu d'intimité et prendre un plaisir ou répondre à sa libido par différents moyens qui sont le plus souvent utilisés même dans le quotidien et même hors période de confinement, et les assurer seuls, c'est ce qu'on appelle l'auto-érotisme ou l'autosexualité. Et ça, ça fait partie d'être responsable soi-même de son propre corps et d'être responsable aussi vis-à-vis de l'autre et de ne pas lui demander ce que l'autre n'est pas prêt et ne consent pas à offrir forcément à tout instant et à tout moment. Donc j'insiste là-dessus, ça veut dire aussi en conséquence qu'il faut réserver des places d'intimité physique, voire virtuelle, dans un couple, et que tout ne peut pas être partagé, surtout dans une période de confinement. Donc l'auto-érotisme qui sera un des sujets de notre séminaire de demain matin. Une autre question arrive, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, est-ce qu'il faut aussi demander le consentement de sa partenaire pour ces moments d'auto-érotisme et de masturbation? Et est-ce que ces moments de masturbation intime peuvent être aux dépens de la sexualité du couple en cette période de confinement? Autre question. Alors, le premier, c'est dois-je demander l'autorisation ou informer mon ou ma partenaire ou mes partenaires ou ma famille de mon isolement? Ben non, simplement,
je pense qu'on n'a pas à dire ce que l'on fait dans l'isolement. On dit j'ai envie de rester un moment tranquille, j'occupe cet endroit-là, est-ce qu'on se reverra tout à l'heure? Je pense que c'est un point important. Ça veut dire il va peut-être lire, il va peut-être regarder une vidéo, il va faire ce qu'il veut, mais il n'a pas à dire. Ce qu'il y a à faire, le secret, c'est que l'on doit conserver dans le couple, c'est justement des parties intimes qui nous appartiennent et qu'on n'a pas toujours à partager avec son ou sa partenaire. Donc, moi, je ne vois pas comment, je dirais, en plus, ça risque d'être très violent que son ou sa partenaire dire puisque c'est comme ça, je vais me masturber, laisse-moi tranquille un instant. Vous voyez, je pense que c'est pas une communication très positive. Si on veut, surtout si on souhaite conserver le lien et la relation intime avec son ou sa partenaire. La deuxième question qui était à l'après, c'était laquelle déjà, Georgina? À savoir si ces moments d'intimité et de masturbation pouvaient être aux dépens de la sexualité de couple. Alors là, ça pourrait se poser même hors question de confinement, vous voyez. C'est bien évidemment qu'il faut prioriser la relation et donc l'intimité, et dans l'intimité, notamment la sexualité, dans le cadre du couple. Encore faut-il qu'elle soit partagée, qu'elle soit consentie, qu'elle soit désirée de façon réciproque et correspond aux aspects moraux et éthiques qui ont l'habitude d'être dans ce couple. Si ce n'est pas le cas, eh bien, s'adonner à un auto-érotisme en dehors de sa relation de couple ne viendra pas, s'il est juste, qui répond juste à vraiment ses besoins impérieux, je dis bien, et non pas à son besoin qui vient comme ça, peut-être toutes les heures, ou peut-être même plus dans la tête de n'importe quel d'entre nous, eh bien, ça ne sert à rien non plus, on n'est pas là à s'adonner à un auto-érotisme en façon permanente. On a une responsabilité vis-à-vis de soi-même qui est d'abord de prendre soin de soi et de négocier entre ses besoins, ses pulsions, sa libido, ses désirs et la raison. Et peut-être que nous aborderons plus tard ces tensions qui existent entre justement le ça et ce que l'on pourrait dire la raison, voire même la morale qui nous anime et qui nous donne un sens à notre vie. Alors, j'ai plusieurs questions qui arrivent à ce sujet-là. Est-ce que ce consentement concerne aussi les couples qui vivent leur confinement à distance? Parce que tous les couples ne sont pas confinés ensemble, heureusement ou malheureusement. Donc, est-ce que ça touche aussi ces couples qui sont à distance? Oui. Alors ça, c'est une question aussi qu'il faut aborder, comme je le disais tout à fait au début, parce que le temps avance. Évidemment que il faut tâter le terrain de façon virtuelle, à distance, soit si on est en visio, soit on est simplement au téléphone, ou avec des messages par chat, par exemple. Bien évidemment, il faut tâter le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas à envoyer ni une vidéo, ni des mots, ni des photos, ni des vidéos qui ne sont même pas de nous, qui sont d'autres, à une personne, notamment qui touche à la sexualité, sans que celle-ci soit en accord, en amont avec ça. Toute personne qui reçoit ce que je viens de dire, des mots, des vidéos, des chats, etc., auxquels elle ne désire pas recevoir, ça c'est du non-consentement. Et aujourd'hui, comme je crois que je peux le montrer à la fin, sur un tout petit diaporama, et c'est passible d'amende. Donc, on n'est pas dans une histoire de consentement réciproque. Donc, tâter le terrain, pourquoi ne pas être très érotique, voire très chaud à distance, se faire plaisir simultanément, synchroniquement, à deux à distance? Aucun problème, à condition que l'un et l'autre soient d'accord, et ça ne peut pas être l'acte d'un et subi par l'autre, et j'ai bien dit subi par l'autre, qui n'est plus acteur de ce qu'il reçoit. Cette dimension. Est-ce que ça, vous pensez que j'ai répondu à aux questions que vous avez? Je pense. À peu près. Et parce que j'ai des questions aussi qui concernent en dehors même du couple, parce qu'il y a des gens qui sont confinés parfois tout seuls ou juste pas en couple, qui vont chercher, toute génération confondue, du soutien,
du contact vers l'extérieur sur les applications de rencontres et qui peuvent aussi donc être amenés à s'échanger des mots, des photos, etc. Là, pareil, question du consentement, toujours prioritaire. Réciproque, volontaire, et c'est vrai que beaucoup d'applications, toutes même, je pense qu'elles soient hétéro, homo, échangistes ou tout ce que l'on peut, tout ce que l'on a comme possibilité aujourd'hui, ont toutes mis en place pas des recommandations, mais une sorte de guide du consentement en disant que tout se fait actuellement par la voie virtuelle et qu'il faut avoir au préalable le consentement de ce nouveau partenaire, cette nouvelle relation qui va se construire, d'abord dans le temps, parce que malheureusement pour nous tous, le confinement, on n'a pas encore l'ouverture du tunnel. Nous espérons tous que ça arrivera le plus vite possible, bien évidemment, et on voit bien que le gouvernement fait tout pour que nous y arrivions. Donc tout ce temps risque d'être long. Donc en fait, c'est une relation que l'on commence à distance sans connaître exactement l'autre et qui doit être progressive et qui est rarement, qui ne va pas se terminer sur un plan cul, entre guillemets, le soir même si certaines applications peuvent favoriser ce type de relation. Donc, on va arriver peut-être sur un plan sexuel, mais il sera virtuel et il faut qu'il soit en accord avec les deux, évidemment. Très bien. Alors, autre question sur un autre sujet. Les gens me demandent, est-ce que les mesures de distance et d'hygiène qui ont été mises en place dernièrement peuvent altérer la relation et le consentement au sein d'un couple ou d'un plan régulier? Je pense que sur tous nos réseaux sociaux, beaucoup d'entre nous ont vu des pictogrammes de positions sexuelles qui sont conseillés, dans lequel la bouche d'un partenaire par rapport à l'autre partenaire doit être à une distance de plus d'1 mètre, donc avec des positions qui sont parfois rocambolesques. Bon, ça fait partie de l'humour, évidemment. Quand on vit dans un couple, si l'un des deux est infecté, le plus souvent il le sera, l'autre aura le virus, aura des symptômes ou pas, mais la transmission ne sera pas sexuelle, enfin du moins au moment de l'acte sexuel par la bouche, le nez ou le rapprochement des visages. Par exemple, s'ils sont face à face, il se fera dans le quotidien des surfaces que l'on touche et des mains que l'on met sur les muqueuses du visage. Donc, on est malade, eh bien, on a tout intérêt, l'un ou l'autre est malade, a tout intérêt de ne pas avoir de relations sexuelles proches, ni de relations trop proches, afin de ne pas s'auto-réinfecter, car on ne connaît pas exactement aujourd'hui si, après que l'on ait eu ce virus, on soit tous vraiment immunisés. Ça, ce n'est pas certain. Malheureusement. Et donc, évidemment, dans un acte qui se veut sexuel, eh bien, il faudra s'assurer, un, que les deux n'ont pas de symptômes, deux, que s'il y en a un qui est malade, de toute façon, quand on a de la fièvre, des courbatures, qu'on a des toux, etc., on n'est pas prédisposé à avoir une relation intime et sexuelle. Donc, il faut trouver des alternatives, peut-être à deux ou peut-être seul, et en laissant son ou sa partenaire se soigner, puisque dans 98% des cas, fort heureusement, on se retrouve sans complications par rapport à ce virus. Merci. Autre question qui rejoint peut-être ce que vous disiez tout à l'heure concernant les valeurs. Comment faire quand on se retrouve confiné avec des enfants et que les deux partenaires n'ont pas la même approche, les mêmes envies à cause de la présence des enfants dans la maison toute la journée? Donc, sur cette question de consentement. D'abord, la priorité, c'est les jeunes, hein, les enfants. Et c'est sûr qu'au moment de confinement, l'éducation qu'on a, l'accompagnement qu'on a aux enfants va, à ce moment-là, avoir ses avantages et ses limites, premièrement. Donc ça appartient à chaque famille, et c'est l'intimité de chaque famille qui transmet ses valeurs à ses enfants, qui
auront ou pas plus ou moins de facilité à se retrouver tranquilles, seuls dans la chambre. Ils le peuvent ou ils ne le peuvent pas, en fonction aussi de l'âge des enfants. Ils sont, les enfants ont une certaine autonomie ou pas encore d'autonomie si on pense à des enfants qui sont jeunes et moins de 3 ans. Donc on voit bien la grande difficulté à gérer cette partie-là et que si on a des besoins et des envies à un moment où la priorité c'est s'occuper et accompagner les enfants, eh bien, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de différer ses pulsions et ses envies en se disant à soi-même et pas en faisant peser ça à l'autre, à sa famille, que l'on répondra à son désir, à sa volonté de se faire plaisir à travers le désir plus tard, quand l'environnement le permettra. Et le plus tard, ce n'est pas dans 3 semaines. Le plus tard, c'est le moment où les enfants peut-être se reposent, dorment, font une sieste, ou s'ils sont plus âgés, ont une occupation qui les absorbe suffisamment pour que les parents ou les accompagnants puissent avoir un temps pour eux. Ok. Est-ce que ça répond aux questions qu'on vous pose ou celle-là? Oui, je crois que ça répond bien. Là, j'ai quelqu'un qui me pose la question de la verbalisation, de la lecture du consentement de l'autre, avec la question, y a-t-il des oui qui veulent dire non et des non qui veulent dire oui? Comment finalement exprimer et lire le consentement chez sa partenaire ou ses partenaires? Oui. Alors, moi, tout à fait d'accord avec. Mais ça, c'est autant valable dans une période de confinement que non confinement. C'est le consentement, c'est pas oui et non. Il y a le oui peut-être qui veut dire non, ou plus tard, qui veut dire différer, et puis il y a pourquoi pas, qui est un oui en disant bof, je vois que je peux pas faire autrement, pourquoi pas. Alors, c'est là où on a une. Alors, d'abord, comme je l'ai dit, je le répète, le consentement habituel, il est le plus souvent implicite. Ensuite, il est non verbal. On voit sur le visage de l'autre, dans ses yeux, dans son regard, dans son sourire, dans sa façon dont il se tient, sa posture, qu'il ou elle a envie de répondre à la demande de l'autre, et ça peut être de façon égalitaire autant d'un partenaire que d'un autre partenaire, qu'on soit du même sexe ou de sexes différents. Il n'y a pas de préséance aujourd'hui à avoir entre l'homme et la femme, sauf dans certaines cultures, et le consentement n'est pas perçu de la même chose en fonction des cultures, et notamment quand on a des cultures fortement patriarcales et dans lesquelles il y a une forte domination de l'homme sur la femme, et bien évidemment le consentement là doit être, à mon avis, explicite, et la femme ou l'homme a explicité pour quelle raison il y a un non notamment, et de pouvoir différer ce nom. Donc on voit bien que c'est, je pourrais dire, on voit bien qu'il y a une tension dans la question que vous êtes en train de me dire. La tension est entre les valeurs de chacun des individus qui se confrontent aux valeurs de l'autre. Espérons que ce couple partage en grande partie de mêmes valeurs. Et ensuite, comme je viens de le dire avec la culture, des valeurs qui sont des droits humains, qui sont plutôt universelles, plus ou moins impliquées en fonction des cultures, mais qui nous emprègnent aussi. Et donc, c'est cette tension entre l'individu et le social, entre soi-même, l'individu et l'autre, que se joue un consentement implicite, un consentement non verbal, voire un consentement ou un non-consentement explicite avec la possibilité de différer ses besoins et ses demandes. Voilà, c'est un peu délicat, je le reconnais, mais je pense qu'il faut prendre conscience qu'à certains moments, il y a vraiment une tension à l'intérieur de soi, et vis-à-vis de l'autre, et vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. Donc de la morale culturelle auquel on se réfère, non pas par rapport à seulement soi-même, mais par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Là, une petite question qui renvoie à une des thématiques de ce webinaire sur les violences. Si mon consentement n'est pas respecté, comment faire? À qui en parler?
Alors, fort heureusement, il y a des téléphones qui marchent et qui fonctionnent bien dans notre pays d'accueil et d'écoute. Et ils ont été largement diffusés largement diffusés en tout cas par l'État et d'autres associations. Dans la bibliographie et les numéros, on mettra ces différents téléphones, comme on a mis aussi sur notre Instagram qui s'appelle My Sex, My Rights, dans lequel vous pouvez tous venir partager et nous dire les thèmes que vous voulez qu'on aborde, qui existent maintenant depuis à peu près un peu plus de 4 mois, dans lequel on partage justement toutes ces valeurs, ce consentement. Plusieurs posts sur le consentement ont déjà eu lieu dans cet Instagram et dans lequel on aborde les différentes façons d'aborder. Comme on le retrouve dans la chaîne YouTube, vous avez de nombreuses conférences qui abordent aussi cet aspect-là. En préparant notre entretien, j'ai regardé, en recherchant simplement le mot-clé consentement sur la chaîne YouTube Santé sexuelle pour tous que nous avons, et quasiment plus de la moitié des conférenciers parlent de consentement d'une façon ou de l'autre. Et là-bas. Et alors peut-être presque le temps de la dernière question, là plutôt sous forme de témoignage, donc quelqu'un qui nous raconte être donc confiné avec sa famille, être dans une période d'exploration de sa sexualité, son intimité, seul, et être confiné avec parents, frères et sœurs. Comment faire, comment continuer à avoir ce moment d'intimité, donc plus dans le... C'est plus une question par rapport au consentement des autres, à avoir un moment à donner, permettre un moment d'intimité en dehors du couple, quoi, finalement. Non, je pense que clairement, dans cette période-là, il va falloir se positionner. Un non, c'est non. Un oui, tant mieux, c'est oui. Mais quand on est seul, qu'on a une famille et que l'on a besoin donc de cette intimité pour se retrouver, pour ne serait-ce que d'avoir un auto-érotisme, eh bien, c'est de dire, écoute, je le répète, hein, mais je le dis, il faut que les autres entendent que l'on peut prendre 1 heure ou plus ou moins de temps d'intimité dans lequel, si d'habitude les parents ou les amis ou les frères et sœurs ont l'habitude d'ouvrir la porte et de rentrer, eh bien de décrire comme dans un hôtel ou comme souvent les enfants disent, pas le droit de rentrer ou frapper avant de rentrer dans des institutions. Voilà, peut-être que si dans cette famille, on est un peu indiscipliné par rapport au non-respect de l'intimité, ben peut-être mettre un écriteau tout simplement devant la pièce dans laquelle on souhaite se confiner parmi le confinement de la maison et de le faire avec un sourire, et ça sert à rien de s'énerver parce que de toute façon il va falloir qu'on s'habitue les uns aux autres, mais c'est le moment de se positionner, de dire là ça m'appartient, là c'est à moi, là c'est mon intimité et vous n'avez pas à venir interférer dans cette intimité. Ça, je crois qu'il faut, et quel que soit l'âge, hein, dès que l'on peut assumer cette autonomie, donc dès l'âge de 3 ans, on peut être capable de l'entendre. Et une dernière question, parce qu'elle est sympa plutôt. Est-ce que, ce qui s'éloigne un peu du consentement, mais finalement pas tant que ça, est-ce que le plaisir sexuel peut nous aider à passer ce temps difficile du confinement ? Répétez-moi la question parce que... Est-ce que le plaisir sexuel peut nous aider à passer ces temps difficiles de confinement ? Bien sûr, mais autant que la lecture, je dirais, et autant que les repas, et autant que les activités physiques pour se maintenir en forme, autant que la musique, est-ce qu'on entend. Donc, il y a pas, enfin, je ne verrai pas ne passer que ce temps-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si les deux sont disponibles et si les deux partenaires ont ce temps-là et qu'ils désirent augmenter leur activité sexuelle, voire de plaisir, bien évidemment, il ne faut pas hésiter à le réaliser. Donc, allez-y, je cherche mon diaporama et Georgina, voilà, puisque c'est vous qui êtes l'animatrice, vous me direz si
il apparaît bien sur le partage de l'écran. Voilà, parce que ça fait maintenant presque 45 minutes que nous parlons et partageons, donc il va être temps de conclure avec un diaporama prévu à cet effet. On va passer donc, comme on vous l'a dit, donc cette Intimus est réalisée pour vous. Aujourd'hui, c'était Georgina Lepoul qui était animatrice, Philippe Le Godinec, webmaster à l'arrière, et vous le voyez avec 3 cerises et une cerise. Merci Philippe. Et je commencerai par, allez-y. Voilà. Je commencerai par le consentement et les valeurs des droits humains. Simplement vous les rappeler qu'il ne peut pas y avoir de consentement sans le respect de soi et de l'autre, vous l'avez entendu, sans l'intégrité de la personne, tant physique que psychique. Il y a une notion de dignité humaine, d'égalité et de liberté, la liberté de consentir. Et je dirais en plus que l'ensemble de ces différentes valeurs nécessite donc une forme de responsabilité, c'est-à-dire va nécessiter que l'on ait une raison par rapport à sa morale, à ses croyances et par rapport à ses envies, ses besoins. Georgina, si on peut passer la photo là. Voilà. Donc, ce schéma, simplement pour vous dire que si l'individu est au centre, avec, comme je l'ai marqué, différentes formes de sexualité, l'éros plutôt physique, le philiae est une sexualité qui est plutôt sociale, l'agapé est une sexualité qui est plutôt mentale, voire spirituelle, peuvent nous permettre un bien-être tel que c'est défini en haut, c'est-à-dire atteindre une sexualité qui est autonome, sécuritaire et satisfaisante. Mais on voit bien que vous avez 2 tensions qui se mettent en place. D'une part, les valeurs spirituelles individuelles, le respect, le consentement habituel, la compréhension, la tolérance, l'amitié, la compassion, ce que vous êtes et ce que nous sommes, plus ou moins chacun d'entre nous, et les valeurs des droits humains, ce qu'on va appeler l'éthique, la morale, dans lequel nous sommes, dans lequel il y aura des notions de liberté, d'égalité, de dignité ou de fraternité. Oui. Georgina, vous pouvez aller. Donc le consentement, là je fais au quotidien, on peut refuser des caresses et même des bisous, un non c'est un non. Chacun a la maîtrise de son corps et doit être respecté. Le consentement sous menace n'est pas du consentement et le consentement peut se retirer à tout moment. Il n'est jamais tard. Rien ne nous oblige à continuer si l'envie n'est pas là. Et même au sein d'un couple, il n'y a pas systématiquement de consentement et nous l'avons dit, que ce soit physiquement ou par voie virtuelle. Les relations intimes et le consentement, il peut y avoir du sexe sans amour et de l'amour sans sexe. Et nous le savons, donc dans le cas d'un confinement, eh bien, ces 2 types de sexualité peuvent varier, comme dans un couple, il peut y avoir aussi un plan sexe ou un plan amoureux. Là, actuellement, en termes de confinement, le coup d'un soir ou en plan cul n'est pas tout à fait envisageable. En tout cas, dans ce cadre-là, je vous rappelle que le consentement mutuel est obligatoire. Les pénétrations ne sont pas systématiques et quand on a un acte intime vis-à-vis de quelqu'un d'autre, eh bien, le consentement, tout n'est pas permis et la demande, ou du moins lire le langage non verbal de son partenaire, permet de savoir où l'on peut aller et où on doit s'arrêter. Avoir une relation intime, c'est donc bien autre chose que de la pénétration. Et le consentement peut intéresser parfois plus qu'un couple. Mais en période de confinement où chacun chez soi, ça va être difficile, mais virtuellement, on peut inviter d'autres personnes dans cette relation de couple. Oui. La suite, voilà. La sexualité au sein du couple, souvent, moi, on m'a posé des questions sur caresser sa femme pendant qu'elle dort. Est-ce que c'est du harcèlement dans la sphère privée du couple? Et bien, la réponse est oui, tout simplement. Alors, comment réaliser ces fantasmes sans être accusé d'être accusé de viol? Eh bien, l'importance, comme je vous l'ai dit, c'est de dialoguer, c'est de poser ces questions en amont de son ou sa partenaire. Par exemple, par rapport à la première question, est-ce que si tu dors, tu acceptes que je te caresse? Et est-ce que tu acceptes aussi que si je vois que ton corps se laisse faire, qu'on ait une relation intime? Ou lui demander quelles sont les limites. Si elle vous dit non, je ne suis pas d'accord, ou si je me réveille que je te prends dans mes bras, ça veut dire que je suis d'accord. Voilà, donc elle va mettre ses limites et ses conditions. Pour la diapo suivante, merci. Dans les réseaux sociaux, bien, on en a discuté
un peu, échanger des photos intimes, mais toujours avec consentement, ou échanger des vidéos intimes ou des vidéos érotiques ou pornographiques, c'est toujours avec consentement, des mots et des chats aussi, c'est toujours avec consentement. Les sextos, qui donc sont des échanges à base sexuelle, est fréquemment utilisé par les jeunes, le plus souvent, mais je rappelle qu'ils doivent être toujours avec consentement, même entre jeunes. Envoyer un dick pic, c'est-à-dire une photo sans l'accord de l'autre, c'est de soi-même, c'est de l'exhibitionnisme, et ça peut être passible d'1 an de prison et de forte amende, à type de 15 000 € d'amende. Envoyer un message indécent sans l'accord de l'autre, de son destinataire, ça peut être aussi 750 € d'amende, et une pratique, si elle est répétée, pourrait devenir du harcèlement et donc augmente le niveau de l'amende. Le revenge porn, dont on a entendu et vu dernièrement quelques retentissements, c'est la diffusion non consentie d'images intimes et personnelles à contenu sexuel qui sont échangées au préalable et qui constituent une amende passible de 60 000 €. Voilà pour les réseaux sociaux, pour avoir nos limites dans nos liens à l'autre. Nous vous remercions tous et toutes pour votre participation, et je laisse Georgina terminer. Oui, bah exactement. Hein, merci à vous pour cet échange. Merci à vous tous pour vos questions. Donc, c'était notre première session Intimus. Vous pourrez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains d'ici quelques heures. Et si vous voulez continuer vos recherches sur cette thématique, nous allons vous proposer une bibliographie à la fin de la vidéo sur YouTube. Donc je vous donne moi rendez-vous demain à 11h, toujours ici, pour aborder la question de la liberté de l'usage des vidéos porno et de l'auto-érotisme avec notre experte Joëlle Mignot. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un bon confinement à tous. Merci Thierry. Merci Georgina. Merci à tous. À demain. On peut lancer notre finale.